Bien, je pense qu'on va commencer cette table ronde. Si Alain Courvoisier, je ne sais pas s'il est là, oui, il faudrait vous asseoir là sur la table. Et tous les autres se rapprochent parce qu'on n'aura pas assez de fauteuils pour tout le monde. Alors, cette table ronde était destinée à faire un petit peu le point de tout ce qui se fait actuellement comme traitement non chirurgical de la scoliose, essentiellement les corsets. Mon idée au départ était de faire une comparaison de tout ce qu'on faisait au niveau des corsets, mais en fait c'est très difficile de mettre tous nos dossiers dans le même calibre, et c'est pour ça que vous aurez malheureusement des références qui sont plutôt anglo-saxonnes en introduction, parce qu'ils arrivent à comparer le Boston, le TLSO dans une même publication. Donc tout dépend des guidelines. Par contre, ça avance pas. Je vais essayer avec ça. Voilà, c'est bon. Alors, tous les corsets sont très loin d'être équivalents. Le corset souple donc est moins efficace que le corset rigide. C'était essentiellement le Spinecore qui avait été testé. Et les corsets à très haute rigidité permettent de remplacer le plâtre. Ça, c'est la nouveauté de ces 10 dernières années, avec notamment l'équipe italienne de Stefano Negrini et l'utilisation de l'Europlex O, qui est un polyamide. Alors, depuis septembre 2013, c'était à Lyon à l'occasion de la SRS, on sait que le corset est efficace, au moins les corsets anglo-saxons, c'était 80% de Boston, est efficace pour limiter les indications chirurgicales. Donc, entre le groupe témoin et le groupe avec corset, il y avait beaucoup moins d'indications chirurgicales dans le groupe de patients traités par corset. Mais pas que. Très intéressant aussi parce que les anglo-saxons utilisaient systématiquement pour cette étude les capteurs thermiques pour savoir combien de temps le corset était porté, ce qui a permis de faire une courbe dose-response et de prouver donc qu'il y a une proportion dans les résultats. Le résultat final dépend du nombre d'heures où le corset est porté. C'est une espèce d'hyperbole. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se situer à ce niveau-là, c'est-à-dire accepter de perdre 5 degrés de 5% de correction finale pour avoir une meilleure qualité de vie de l'enfant. Donc le challenge un peu, c'est de se positionner sur cette hyperbole. Les corsets hypercorrecteurs nocturnes, alors américains, c'est-à-dire pas d'appui électif, sont moins efficaces que les corsets nocturnes et diurnes. Ça va un peu dans le sens de la courbe dose-response. Et vous avez le taux moyen de chirurgie, donc TLSO 18%, 23% avec Milwaukee et 31% avec le Charleston, l'hypercorrecteur nocturne. Et l'histoire naturelle, c'était 34% dans cette étude. Donc, toutes les publications vont un peu dans le même sens. Et l'efficacité également d'un corset dépend de sa capacité à stabiliser les courbures les plus importantes. Donc, ça, c'est plusieurs études. Le Boston plus efficace que le Charleston pour les scolioses de 35 à 45 degrés. Et la très haute rigidité également, comme on vient de dire, qui permet de stabiliser. Karl-Éric nous a parlé ce matin de ces simulateurs, de ce travail avec simulation. Je n'insiste pas. Et ce qui m'a paru intéressant, c'était de voir quels étaient les résultats à long terme. Parce que, OK, ça marche pendant l'adolescence, on limite le nombre de patients opérés, mais qu'est-ce que ça donne 20 ans après l'ablation du corset, entre 20 ans et 30 ans? Donc, j'ai repris les patients que j'ai vus systématiquement 20 ans après l'ablation du corset. Le critère d'inclusion était bien sûr d'avoir l'angulation de départ, l'angulation en fin de traitement et l'angulation 20 ans et 30 ans, pas tous, 30 ans après. La caractéristique, c'était l'utilisation d'un plâtre. C'est ce qui se faisait à l'époque.
On faisait systématiquement un corset plâtré, c'est-à-dire une déformation plastique. Le plâtre était porté pendant... Pardon, je vais trop vite. Le plâtre était porté pendant un mois, de 1 à 4 mois, et ce qui permettait d'avoir une véritable modification de la longueur des ligaments, ce qu'on appelle un fluage au point de vue mécanique. Donc c'était la caractéristique. Donc la majorité, bien sûr, c'est des patients que j'avais traités à l'époque au Massu, mais pas que. Il y a également des patients de Claude-Régis Michel, pourvu qu'ils aient eu un temps de traitement plâtré. Alors voilà les résultats. Donc le groupe moyen, il y a 105 patients, 67 courbures thoraciques, 56 lombaires primitives, 107 patients. Donc l'angulation initiale 35 degrés. À la fin du traitement, donc on est mieux que les critères anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on gagne en angulation en fin de traitement, 26 degrés. Et 20 ans après l'ablation, on a encore 13% de correction. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une relative stabilité après l'ablation du corset. Voilà la courbe présentée autrement. En gros, l'évolution entre l'ablation et 20 ans après l'ablation est de 0,15 degrés par an. Et il y a quand même, en période, on peut dire un peu de préménopause, entre 20 et 30 ans, on a l'impression quand même que la courbe repart un tout petit peu à ce moment-là, et on est à 0,45 degrés par an. Les corrélations, je passe rapidement, il y a une corrélation importante entre l'angulation en fin de traitement et 20 ans après, ça paraît logique, mais ce qui était le plus intéressant, c'était de voir par rapport à l'histoire naturelle, pour la même angulation de départ. Angulation moyenne de départ, c'était au 35 degrés, et grosso modo, je passe rapidement, c'est 0,5 degrés par an. L'histoire naturelle de la scoliose de 35 degrés entre 20 ans et 40 ans. Alors j'ai repris les courbes de Catherine Marty, bien sûr, elle avait une partie de type A ici, et les courbes de Weinstein pour voir quelle était à 35 degrés de moyenne, s'il y avait une différence entre les deux groupes. Donc l'histoire naturelle, c'est 31 courbures, et notre groupe, c'était 77. Et au départ, donc il n'y a pas de différence significative à 20 ans. Par contre, après, la différence est très significative, c'est-à-dire que l'évolution moyenne est de 0,17, alors que l'évolution théorique, l'histoire naturelle, est de 0,44. C'est-à-dire qu'on peut dire, au moins avec le plâtre qu'on faisait autrefois, les traitements peut-être un peu pesants dans l'esprit d'aujourd'hui, on a une action non seulement pendant la période de croissance, mais également on limite l'évolution à l'âge adulte entre 20 ans et 30 ans. Alors c'est intéressant également de contrôler avec les études à long terme, alors souvent un petit peu moins. Milwaukee c'est 15 ans, mais regardez le Milwaukee, l'évolution c'est 0,40 degrés par an, donc pas très loin de l'histoire naturelle de la scoliose. Donc le plâtre et la différence, c'est, peut-être qu'ils ont des corsets moins correcteurs, mais la différence, je crois, c'est le plâtre. Le Milwaukee, c'est pareil, 0,33 degrés par an. Et en Italie, Olisa à Rome, qui utilisait le même protocole avec plâtre, en Italie, c'était le même protocole qu'en France, eh bien, on a aussi une évolution 0,18, 0,19. Donc, il y a réellement un effet lié au plâtre. Alors voilà un exemple, hein, il y en a beaucoup. 45 degrés au départ, 50 degrés, donc une petite évolution thoracique, lombaire plutôt un peu mieux. Et la gibbosité, qui n'est pas trop mal, hein, bien modelée, ça c'est 25 ans après l'ablation du corset. Je vous remercie pour cette première phase d'introduction.